Bonjour tout le monde, je vois que ça rentre rapidement. Excellent. Je sais que ça prend un petit minute pour que la connexion se fait avec tout le monde. Donc, on va commencer tranquillement. On est à 66 personnes, 67. C'est déjà mieux que nos attentes. Donc, c'est vraiment super. Euh, Excellent. Parfait. OK. Donc, écoutez, bienvenue tout le monde, à toutes et tous. Mon nom est Catherine. Je suis agente de développement pour la vie démocratique chez Concertation Montréal. Juste pour vous dire aussi, on va enregistrer notre webinaire aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des collègues, des amis, des personnes dans votre entourage qui auraient souhaité être avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement ne peuvent pas être là ou qui doivent quitter un peu tôt, il n'y a pas de souci, on va le rendre disponible quasiment tout de suite sur YouTube. Donc, on va pouvoir le partager avec toutes et tous. Donc, j'aimerais commencer aujourd'hui aussi en reconnaissant que nous sommes sur un territoire non cédé qui appartient historiquement à la nation Mohawk, Kanien'kehá:ka, qui est traditionnellement aussi un lieu de rassemblage de différentes nations. Donc, c'est très à propos pour nous aujourd'hui. Et j'ai vraiment le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire « La participation citoyenne, leçons apprises de la COVID-19 ». Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous étiez 174 personnes à vous inscrire sur notre Eventbrite. Vous êtes déjà 70 personnes ici avec nous aujourd'hui, en plus de nos panélistes. Donc, on est 87 personnes en total. C'est vraiment super et je pense que ce que ça montre vraiment, c'est le grand intérêt pour le sujet de la participation, mais surtout l'importance de la participation citoyenne pour la région de Montréal et ailleurs aussi. J'ai vu aussi, surtout dans la gestion un peu de l'Eventbrite, je pouvais voir vos courriels aussi. Donc, je voyais que vous étiez quand même nombreuses personnes qui venaient de différents milieux et pas juste à Montréal non plus. Donc, ça démontre vraiment le grand intérêt pour, justement, pour l'importance et le sujet de la participation citoyenne. Donc, ce webinaire aujourd'hui est organisé par Concertation Montréal. Pour ceux et celles qui ne le connaissent peut-être pas, on est un réseau d'acteurs socio-économiques et élus, donc qui travaillent ensemble afin de développer la région de l'île de Montréal. Pour nous, tout comme plusieurs d'entre vous, c'est sûr, la concertation et la participation sont vraiment au cœur de notre travail. Puis avec la pandémie, plusieurs occasions de participation citoyenne sont soit reportées ou migrent vers une participation virtuelle en ligne. D'autres ont été annulées. Donc, on voyait vraiment une nécessité de s'adapter face à ce défi et vraiment à réfléchir aussi à ce que c'est la participation citoyenne, comment ça peut se faire dans ce contexte dynamique de la crise sanitaire. J'aimerais aussi, pour que se situer un peu ensemble, vous dire que le webinaire aujourd'hui est vraiment la conclusion d'une série d'ateliers de réflexion qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Donc, chaque atelier regroupait les voix de différents publics. Donc, il y avait des jeunes, il y avait des organisations communautaires et aussi les praticiens et praticiennes de la participation. Et souvent aussi avec la participation d'un ou d'une élue montréalais. Et donc, sur ce, et sans plus tarder, j'ai le grand honneur aujourd'hui aussi d'avoir Mme Émilie Tullier avec nous, qui est la mairesse d'arrondissement à Antique-Cartierville et aussi membre du comité exécutif responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne et du patrimoine. Madame Tullier, je vous invite à prendre la parole. Bonjour, merci Catherine. Alors, maintenant, je pense qu'on vit in vivo des difficultés parfois qu'on a au niveau informatique avec toutes ces nouvelles. Je suis vraiment désolée, ma caméra depuis ce matin n'est pas à son meilleur. Mais bon, on va se dire qu'au moins le son fonctionne, puis vous avez quand même une partie d'image. Donc, ça démontre à quel point justement la COVID-19 nous a donné un défi supplémentaire au niveau de la participation citoyenne, au niveau de l'organisation. Donc là, on n'est pas que dans l'organisation des parties prenantes puis de comment on va faire une belle consultation citoyenne. On est aussi dans l'informatique.
Puis, l'informatique, c'est évidemment des outils technologiques. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, j'ai une défaillance au niveau de mon outil technologique, mais il y a une fracture numérique qui est beaucoup plus grande. Il y a des gens qui n'ont littéralement juste pas les outils nécessaires pour faire des activités virtuelles, ou des fois, c'est des questions aussi de bande passante. Et il y a aussi toute une question d'utilisation. Donc, plusieurs personnes avaient les outils informatiques pour pouvoir prendre part à ces discussions, mais n'avaient pas nécessairement encore développé les compétences, on va dire, pour utiliser ces outils-là. Et ce dont on s'est rendu compte, puis je vous dirais qu'à la ville, on a travaillé à vitesse grand V. Les gens qui travaillent en technologie de l'information ont fait des heures incroyables dans les derniers mois pour pouvoir mettre tout le monde à jour. Donc, au niveau des outils, mais au niveau des compétences aussi. Et par exemple, l'organisation d'un conseil municipal virtuel, ce qu'on fait en ce moment depuis quelques mois déjà, donc 64 personnes qui tiennent une instance démocratique comme il se doit avec les débats et tout ça. Mais on a fait de la formation aussi. Donc, les gens ont reçu des outils à la maison, mais il y a une étape de formation où on a donné aux gens les compétences pour pouvoir être actifs et pouvoir débattre de la même manière finalement qu'ils l'auraient fait en présentiel, mais avec les différentes démarches qui sont donc spéciales en ce moment. Je vous dirais que ce qu'on apprend aussi, c'est que ça peut être plus facilitant d'un certain sens pour la conciliation travail-famille ou engagement-famille. J'aimerais en ce sens vous donner un exemple. Dans mon arrondissement, on a tenu un webinaire sur un projet de réaménagement de parc. Et c'était à partir de 18h30 jusqu'à 20h, 20h30. Et par la suite, j'ai reçu une photo d'un citoyen qui me montrait sa petite famille, donc lui, sa femme et leur fils de 2 ou 3 ans peut-être, devant l'écran où on voyait très bien que c'était le webinaire de l'arrondissement qui était en cours. Il nous a dit, ben merci parce que ça nous a permis de participer. Et là, on voit que si ça avait été en présentiel, peut-être qu'une personne de la famille serait venue, mais assurément pas la petite famille parce qu'on ne se déplace pas avec nos enfants de 2-3 ans, en tout cas. J'en connais très peu, des gens qui se déplacent avec des enfants de 2-3 ans à 18h30 pour aller discuter d'un réaménagement de parc. Mais on est à la maison, l'enfant est en pyjama, il est en train de prendre sa collation et tout ça. Bien, ça nous permet de tenir ce genre de choses. Donc, il y a des aspects quand même positifs qu'il faut considérer, puis il faut les répertorier au fur et à mesure qu'on les voit. Je vous dirais aussi que dans certains autres types de participation publique, plus loin, à distance, on a vécu des choses qu'on s'empêchait peut-être des fois de faire, hein, des réunions internationales, des réunions régionales, ou même on est dans la même ville, mais on n'a pas le temps de se déplacer pour se voir, donc on ne prenait pas rendez-vous. Puis là, ben, on prend rendez-vous parce que c'est facile, on a juste à se connecter, puis on n'a même pas besoin de temps de déplacement. Donc, il y a des possibilités qui n'étaient peut-être pas avant complètement utilisées, qu'on a vu et puis qu'on va sans doute garder pour le futur. Mais le contact humain reste très, très, très important. Puis c'est sûr que les débats virtuels ne sont pas nécessairement pareils non plus. Et c'est souvent plus simple de discuter avec des gens qu'on connaît déjà. Donc, le fait de d'abord connaître des gens et ensuite de pouvoir discuter avec eux en virtuel, je pense que c'est probablement une des conditions gagnantes. De partir de zéro, c'est un peu plus difficile. Ça nécessite peut-être un petit peu plus de liens de confiance aussi. Et évidemment, je pense qu'il va falloir faire les deux dans l'après-COVID. Donc, de garder ce qui a bien fonctionné. Je vous donnerai un autre exemple. Au conseil municipal, ça faisait assez longtemps qu'on souhaitait recevoir des questions par courriel. Et on ne savait pas trop si on devait le faire parce qu'il y a des gens qui se déplacent. Donc, pourquoi recevoir des questions par courriel alors qu'il y a des gens qui se déplacent? Est-ce que c'est pas d'ouvrir à certains, de fermer à d'autres? Donc, on avait toute cette discussion-là. On n'avait comme pas encore osé le faire. Puis là, ben, la COVID est arrivée. Donc, rapidement,
En fait, on ne peut en ce moment, parce qu'on siège tous chez nous, là, on ne peut que faire des questions qu'on reçoit à l'avance par courriel. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais participé au conseil municipal et qui participent maintenant de cette façon-là parce que ça leur convient mieux. Il y a d'autres personnes qui veulent évidemment continuer, quand ce sera possible, revenir poser leurs questions en personne au conseil municipal. Donc, ça, c'est le genre de choses. Et d'ailleurs, je l'ai déjà déposé au conseil municipal du mois de mai. La Ville de Montréal va aller vers, quand le retour à la normale sera, vers une solution hybride. Donc, on va faire les deux. Alors, l'idée n'est pas de choisir un ou l'autre, mais on va faire les deux. Il y aura une période consacrée aux gens qui vont se déplacer et qui vont venir poser leurs questions au conseil municipal. Et il y aura une période de temps qui sera réservée pour les gens qui auront plutôt préféré, en fonction de leurs intérêts, de leur situation personnelle, qui auront préféré nous écrire par courriel. Donc, voilà, j'ai très hâte de pouvoir entendre tout ce que vous avez fait dans les dernières semaines sur ces questions-là et la participation publique, effectivement, est en ce moment un peu un défi, mais je vous dirais qu'on est tous ensemble pour tenter de le relever le mieux possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Thivier, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de votre leadership aussi sur cette question de la participation citoyenne à Montréal. On sait aussi que bien, justement, qu'il y a des éléments positifs et des éléments qui sont plus des barrières, mais que tout se fait dans ce mode dynamique et en accéléré où on doit rendre l'information disponible, assurer que les personnes ont accès à les outils et qu'ils savent comment les utiliser et vraiment pouvoir s'exprimer au travers de ces différents outils. Donc, c'est intéressant de voir que déjà, on voit des impacts à long terme sur la participation citoyenne à Montréal, dû un peu au fait de devoir se virer de bord rapidement dans ce contexte de confinement. Donc, merci encore. Donc, on va revenir maintenant à notre webinaire, donc ce qui nous amène ici aujourd'hui. Puis, je suis contente de dire aussi qu'on a 100 personnes en ligne maintenant. Donc, merci encore une fois d'être ici avec nous. Donc, c'est ça, les objectifs de cette démarche étaient vraiment d'identifier les enjeux de la participation citoyenne, d'identifier les meilleures pratiques aussi. Puis, ça revient joindre vraiment ce que Mme Thivier vient de présenter aussi, dans le sens où il y a des bons coups, mais aussi des pratiques à éviter ou des échecs ou des barrières à surmonter. Puis l'autre objectif, c'est vraiment essayer de déjà commencer à formuler des recommandations afin de rendre la participation dans le contexte de COVID-19, mais aussi pour le futur, soit des pandémies ou des urgences, mais aussi pour ce mode plus hybride ou plus avec une participation numérique surtout, plus inclusive, efficace et plurielle. Donc, c'est ça pour vous rappeler aussi. Donc, ce webinaire est vraiment le résultat ou la conclusion de 3 ateliers qui ont été menés avec différents groupes d'experts qui ont partagé vraiment leur réalité, leur réflexion personnelle et professionnelle aussi. Donc, c'est des jeunes, c'est des organisations communautaires et les praticiens et praticiennes de la participation. Donc, j'imagine que plusieurs personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui ont participé à plusieurs rencontres sur Zoom au cours des dernières semaines et mois. Et donc maintenant, on se retrouve dans un webinaire. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être la première fois. Donc, c'est un format un peu bizarre. On va passer peut-être 2-3 minutes ensemble juste pour voir un peu quelles sont les modalités Zoom qu'on aimerait utiliser aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, pour commencer, puis il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à le faire aussi. Si vous voyez en bas de votre écran, il y a un chat. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous inviter, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main aussi, qui a expérimenté peut-être. Ce que j'aimerais faire aussi, je vais vous demander toutes et tous de s'il vous plaît, vous présenter dans le chat, donc de dire votre nom, votre organisation, où vous résidez, pour avoir une meilleure vision de qui est avec nous en ligne. L'autre chose que j'aimerais souligner aussi, c'est, vous voyez aussi en bas, il y a aussi une boîte Q&A. Et donc, c'est là la question et réponse. Donc,
je vous invite au cours du webinaire, si vous avez des questions qui vous venaient en tête, si vous voulez avoir plus d'informations sur un sujet, vous pouvez l'écrire directement dans le Q&A. Il y a une période qui sera dédiée vraiment plus à l'échange entre nous, à poser des questions et tout. Et donc c'est ça, on va pouvoir répondre à toutes vos questions rendues là. Et je vois qu'il y a des personnes qui utilisent déjà le chat. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Et voilà. Donc, c'est ça l'autre chose que j'aimerais souligner aussi. C'est bien qu'on est en mode de webinaire où on va, bien certain, partager les comptes rendus des 3 ateliers. On voudrait vraiment avoir cet échange aussi. Fait que si jamais, quand quelqu'un est en train de présenter, ça vous fait penser à un bon coup, à un échec ou à une recommandation qui vous vient en tête de votre vécu ou de ce que vous avez expérimenté des dernières semaines et derniers mois aussi. Je vous invite à le partager directement dans le chat et comme ça, on va pouvoir le tenir en compte aussi. Puis ça va contribuer à notre réflexion collective aussi sur justement la participation citoyenne dans ce contexte un peu particulier de confinement. Et donc c'est ça. Si c'est correct, je pense qu'on est prêt à commencer. Et voilà, merci beaucoup à toutes et tous. On va commencer sans plus tarder. Donc, le retour sur l'atelier 1. Donc, notre premier atelier était la participation citoyenne des jeunes dans le contexte de la COVID-19. Donc, ce premier atelier de réflexion a regroupé plusieurs différents groupes qui étaient présents lors de l'atelier. Donc, on avait le Forum jeunesse de l'île de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal, le regroupement des maisons de jeunes de Québec, le Conseil jeunesse d'arrondissement, pour juste en nommer quelques-uns aussi. Donc, vraiment des personnes qui sont dans le milieu et la plupart qui sont jeunes aussi. Donc, les éléments clés de cet atelier sont présentés. Et en fait, pour tous les ateliers, les présentations vont se faire en binôme. Donc, il y a 2 personnes qui ont participé à l'atelier qui vont partager aujourd'hui ce qu'elles retiennent. Et c'est ça, on va commencer tout de suite avec Amanda Vega-Lopez, qui est chargée de projet participation citoyenne, Forum jeunesse de l'île de Montréal, qui est une instance de concertation Montréal. Amanda, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que c'est le Forum jeunesse? Oui, bien sûr. Donc c'est ça, le Forum jeunesse, comme tu l'as nommé, est une instance de concertation Montréal. Et sa mission principale, c'est de rassembler les jeunes et les organisations jeunesse de l'île à travers la concertation, amplifier aussi les voix des jeunes, stimuler la participation citoyenne, faire émerger des initiatives. Tout ça avec la vision à laquelle on tient très fort, qui est le par et pour, qui se traduit notamment par le fait qu'on a un conseil d'administration qui est constitué uniquement de personnes de 35 ans et moins. Et on a divers mandats qui passent de l'accompagnement des conseils d'élèves à la coordination des conseils jeunesse d'arrondissement ou à l'accompagnement de projets, par exemple. Merci. Donc, maintenant, juste pour se plonger vraiment dans notre atelier de réflexion avec les jeunes. Donc, on a vraiment entendu les participants et participantes partager les façons que la COVID-19 a un impact sur leur participation citoyenne. On a aussi discuté des moyens de communication pour prendre connaissance des opportunités, mais aussi les barrières à la participation. Est-ce que tu peux partager un peu plus sur ce qui a été nommé lors de cette discussion? Oui, bien sûr. Donc, pardon, je me suis peut-être pas présentée. On a juste dit mon nom, mais sinon, je suis Amanda Vega-Lopez et je suis chargée de projet en participation citoyenne donc, au Forum. Comme tu l'as nommé, donc, on a participé à cet atelier sur la participation citoyenne des jeunes et il y avait effectivement 4 questions. On va se répartir en fait la présentation avec Camilla qui se présentera par la suite. Et donc, moi, je vais vous faire part des réponses aux 2 premières questions et Camilla prendra la suite. Donc, la première question qu'on a posée, sur laquelle on a discuté, c'était la question de la continuité de l'implication dans la vie citoyenne. Est-ce que oui ou non, et si oui, comment les jeunes continuaient en fait à participer pendant cette période de crise sanitaire? Donc, les réponses ont été assez variées. Il y a des jeunes qui continuent à s'impliquer à la fois autrement, donc différemment, par des dons notamment, des actions en ligne ou de la traduction de documents qui continuent aussi de s'appliquer un peu comme avant, c'est-à-dire par le bénévolat, et d'autres qui ont dû stopper leurs activités parce que les organismes ne proposaient simplement plus ce qu'ils faisaient auparavant. Je pense notamment à certains conseils jeunesse d'arrondissement qui, pour le moment, ont mis sur pause leurs activités. Donc,
c'est pas possible de continuer à s'engager. Il y a aussi ceux et celles pour qui il est plus facile de s'impliquer parce que les activités sont virtuelles et que donc ça demande beaucoup moins de déplacements, moins de difficultés à dégager du temps, tout simplement pour se rendre aux rencontres. Et il y a ceux et celles pour qui, à l'inverse, il y a un réel épuisement des journées devant l'ordinateur qui ne leur donne en fait plus du tout le goût de poursuivre des activités bénévoles le soir venu, surtout si c'est en virtuel. Donc voilà un peu pour les points de vue sur cette question. La situation générale, elle est génératrice d'anxiété et donc ça peut être difficile pour certains et certaines jeunes de s'impliquer en ce moment. Et je vais citer une participante qui disait notamment que toute la situation était plus drainante qu'énergisante et qu'elle avait été jusqu'à désactiver son compte Facebook par épuisement et par sursollicitation. Et elle souhaitait mettre en fait son énergie uniquement dans ce dans quoi elle était déjà impliquée, plutôt que de chercher à multiplier les occasions d'engagement et de participation citoyenne en ce moment. Ça, c'était pour la première question. Et par la suite, on a continué nos discussions sur les barrières de la participation des jeunes dans ce contexte. Qu'est-ce qui les empêche de s'impliquer et quelles stratégies surtout peuvent être utilisées pour mobiliser les jeunes, notamment les jeunes les plus éloignés. Ce qui a été dit dans cette partie-là, ça a été que il fallait déjà se demander qui participait, comment et qui n'était pas là. Quels jeunes ne participaient pas, et aller chercher ces jeunes là où ils sont. Pour certains et certaines, ils ont nommé que c'était aussi une question d'opportunité de participation, parce que certains jeunes ne vivent pas dans des conditions qui la favorisent ou n'ont pas accès. Certains sont sursollicités, d'autres n'ont peut-être pas accès en fait à cette information. Autre chose qui a été nommée et par Madame Tullier aussi en introduction tout à l'heure, un élément très important, c'est la fracture technologique et donc le manque d'accès aux points de Wi-Fi en ce moment qui amplifie les inégalités, puisque beaucoup de familles, surtout les plus vulnérables, n'ont pas cette possibilité d'accès à Internet, alors que beaucoup d'actions, elles, se passent en ligne. On pense aux questionnaires, aux événements en ligne, aux rencontres par Zoom, qui sont très pas énergivores, mais wifivores, si je puis dire. Donc c'est ça. Il y a aussi des personnes qui ont les outils numériques, qui ont un cellulaire ou un laptop, mais par contre qui n'ont pas d'accès au réseau. Enfin, certaines personnes doivent s'occuper de leur famille, petits frères, petites sœurs pour les jeunes, l'ensemble de la famille plus souvent aussi pour les femmes. Donc la question du care qui a été mise en avant, qui donnait moins de temps à certaines personnes pour s'impliquer dans ce genre de choses qui est relative à l'implication citoyenne. Et puis enfin, comme dit précédemment, une forme d'épuisement qui est liée aux écrans. La difficulté aussi de se projeter dans le futur, qui ont été nommés comme obstacles. Et enfin, je regarde le temps, il me reste un tout petit peu de temps, la temporalité de la participation, parce qu'il semblerait qu'il soit plus facile de mobiliser sur une actualité immédiate. Donc, un peu, il s'est passé quelque chose, on réagit et là, on arrive à impliquer du monde. Mais à distance, mobiliser sur du long ou sur du moyen terme, ça semble assez difficile parce que ça demande de la projection et c'est quelque chose dont on manque cruellement en ce moment par rapport à la crise. Je finis très vite. Quand on parlait de stratégie, il a été nommé d'absolument parler de sujets qui touchent les jeunes et comment savoir ce qui touche les jeunes, tout simplement en leur posant la question, en leur demandant ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, en les écoutant réellement, en les faisant participer et en les impliquant dans le processus. Voilà pour moi, je vais céder la parole à Camilla pour la suite peut-être. Merci beaucoup, Amanda. Justement, c'est ça, je vais me tourner maintenant à Camilla Cabarcas, qui est membre du conseil jeunesse d'arrondissement de Lachine. Donc, Camilla, un peu comme les autres, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est un conseil jeunesse d'arrondissement? En fait, un conseil d'arrondissement, c'est une espèce d'organisation qui n'est pas politique et qu'elle sert à ce que les jeunes puissent transmettre leur voix, leurs idées, qu'ils puissent s'impliquer directement dans la communauté et faire ce qu'ils ont envie de faire, engager des initiatives et de justement aussi représenter ce groupe qui est souvent pas très bien entendu. Excellent.
Merci beaucoup pour ça. Puis Camilla, c'est ça, justement, dans la deuxième partie de notre atelier de réflexion, bien, une des choses qu'on a discuté, en fait, c'était vraiment, on a souligné l'importance de la participation des jeunes dans la participation citoyenne plus largement. On a aussi partagé les bons coups et les recommandations afin de promouvoir la participation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet échange qu'on a eu? Oui, la première question, elle avait rapport avec l'importance de la voix des jeunes. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les jeunes sont remplis d'idées et c'est important de valoriser, d'encourager et de supporter leurs initiatives parce qu'ils sont plus ancrés dans la réalité sans nécessairement avoir d'idées préconçues. Ils représentent aussi le futur et l'avenir et c'est une génération qui est très diversifiée. On a tendance à les oublier dans certaines des décisions et c'est quand même dommage parce que la vision d'ensemble de la société est incomplète sans eux. Plusieurs des jeunes n'ont pas accès ont pas accès au vote, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas accès au vote qu'ils n'en demeurent pas moins intéressés par des sujets rassembleurs tels que la crise environnementale et le racisme, par exemple. Ça, c'est des sujets d'actualité. Ensuite, pour les façons d'encourager et de rendre plus intéressante la participation citoyenne, donc les bons coups et les recommandations. Durant l'atelier, une des membres du regroupement de Maisons des jeunes de Montréal avait partagé son expérience dans le recrutement du conseil d'administration. Le conseil d'administration est constitué de 21 postes et ils ont réussi à en combler 19. Et elle nous a dit qu'ils avaient réussi grâce à 3 stratégies. La première étant de faire le premier contact envers les jeunes, donc aller les chercher. Parce que les jeunes, ils aiment ça, se faire recommander. C'est très valorisant pour eux. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est de transmettre beaucoup d'amour et d'essayer de comprendre leur situation. Ils ne sont pas toujours disponibles à 100% pour s'impliquer. Puis il faut savoir c'est quoi leurs limites, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis vraiment, juste essayer de les comprendre, de faire preuve de compassion. Ensuite, la dernière stratégie, c'est de les mobiliser dans un rôle important. Comme dans ce cas-ci, c'était les postes dans le conseil d'administration. Puis, ça leur donne du pouvoir dans leur engagement. Donc, ils sentent qu'ils ont quand même du pouvoir, qu'ils peuvent changer les choses. Et encore une fois, c'est vraiment très valorisant. Aussi, une membre du Conseil jeunesse de Montréal, un peu comme l'organisation dans laquelle je suis impliquée, eux, ils avaient organisé un atelier récemment. Puis, une des membres, elle avait d'ailleurs noté que c'était beaucoup moins intimidant de contacter quelqu'un en ligne, mais surtout les jeunes, probablement parce que les jeunes sont plus souvent en ligne puis qu'ils ont vraiment grandi dans ce milieu-là. Pour 2 dernières recommandations que j'aurais pour aller chercher les jeunes, ce serait d'essayer d'éviter les écrans, de ne pas faire toutes les activités virtuellement. Par exemple, maintenant, c'est possible de se réunir en petits groupes dans les parcs, tout en respectant la distanciation sociale, bien sûr. Puis des petits groupes, ça peut être des petits groupes de 10. Puis vraiment aller tâter le pouls de la jeunesse. Puis finalement, comme Amanda l'a dit précédemment, il faut chercher les jeunes là où ils sont. Donc, il faut aller les chercher sur les réseaux sociaux qu'eux, ils utilisent. Par exemple, les politiciens utilisent beaucoup Twitter, mais les jeunes, ils l'utilisent pas vraiment. Et donc, c'est plus difficile pour qu'eux, ils puissent s'informer en essayant d'éviter la désinformation. Merci. Merci vraiment à vous deux, Camilla et Amanda, pour votre partage et surtout de votre participation. Justement, c'est vraiment un atelier, comme vous voyez déjà, qui était super intéressant avec un groupe de jeunes personnes vraiment dynamiques et engagées et motivées et qui ont partagé vraiment des bonnes pistes de solutions, qui ont vraiment souligné l'importance de s'assurer qu'on regarde vraiment nos angles morts aussi et qu'on voit qui n'est pas autour de la table, qu'on s'adapte pour rejoindre ces personnes-là et se questionner aussi sur mais pourquoi est-ce que vous nous demandez de participer? Donc, pourquoi est-ce qu'on demande à des jeunes de participer? Et
c'est quoi notre prise de pouvoir pour le suivi aussi? Est-ce qu'on aura la chance de voir la conclusion de cette consultation-là? Est-ce qu'on aura la chance d'être dans la prise de décision aussi de ce qu'on fait avec ce que nous, on propose? Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis ça posait vraiment des bonnes questions aussi qui nous amènent à réfléchir vraiment sur non seulement l'importance de la participation des jeunes, mais comment le faire et les questions éthiques aussi autour de tout ça. Donc, merci beaucoup à vous deux. On va maintenant enchaîner avec l'atelier 2. Donc, l'atelier 2 était sur le sujet des enjeux de la participation citoyenne pour différents groupes de la population. Puis cet atelier visait vraiment à mettre la lumière sur les angles morts, justement, de la participation citoyenne, en rassemblant les perspectives de groupes communautaires qui travaillent auprès de des populations qui sont souvent les moins représentées dans la participation publique, peu importe ce contexte de pandémie. Donc, il y avait vraiment plusieurs groupes communautaires qui étaient avec nous, qui ont amené des perspectives différentes. Donc, on a compté sur la participation de Pour 3 points, il y avait Culture Montréal, la table de concertation des aînés de l'île de Montréal, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées immigrantes, entre autres. Donc, pour commencer, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, Léla Bellamy, qui est responsable du développement et des communications à la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ. Léla, bienvenue. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est la CMTQ? Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Donc la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ, regroupe 30 tables de quartier à Montréal, donc une par quartier. Et donc le rôle de ces tables de quartier, c'est justement de rassembler tous les acteurs importants du quartier pour mener à bien le développement social, donc local. C'est elles qui vont mettre tout le monde autour de la table, les organismes communautaires, les commissions scolaires, le SPVM, les élus. Donc c'est un peu comme des gardiennes de la cohérence du développement social du quartier. Et c'est ce que je trouve aussi important à souligner, c'est que c'est un modèle typiquement montréalais qui est né de façon très organique à Montréal et qui a même été exporté vers Québec et vers la France. Donc c'est ça, c'est des tables de concertation intersectorielles locales. Excellent, merci beaucoup. J'adore cette expression de gardienne de la cohérence sociale, c'est génial. Je vais maintenant aussi vous présenter Michel Thériault, qui est organisateur communautaire à Ex-Aequo. Michel, est-ce que tu peux aussi nous présenter rapidement ce que c'est l'Ex-Aequo? Oui, bien sûr. Donc, Ex-Aequo, c'est un organisme de défense des droits collectifs à Montréal qui défend finalement les droits des personnes en situation de handicap. Principalement, on parle de limitation motrice. Nous, on travaille sur plusieurs enjeux à Montréal, comme l'habitation, le transport, la santé, les services sociaux, l'action citoyenne, et j'en passe. Donc, on est vraiment très, très actifs là, chez Ex-Aequo à différents niveaux là, qui touchent nécessairement des dossiers qui sont propres à la ville de Montréal. Merci beaucoup. Donc, Léla, Michel, donc avec tous les différents groupes qui étaient présents avec nous, on a eu vraiment une riche discussion. Donc, on a parlé des enjeux, des obstacles de la participation, mais aussi des solutions proposées. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous retenez de cet atelier? Oui, bien sûr. C'est sûr que nous, comme tu l'as présenté, on avait une belle table ronde qui représentait de nombreuses personnes, nombreux groupes qui sont vulnérabilisés par des différents enjeux sociaux. Puis je pense qu'il y a certains angles qui étaient plus ou moins couverts, qu'on aurait même pu qu'on aurait pu discuter de plus en profondeur. Donc, ce qui est sorti dans nos discussions, là, c'est il y avait beaucoup de barrières qu'on pourrait considérer communicationnelles. Donc, tout ce qui est, on peut penser à la barrière de la langue, mais ajoutons aussi à ça les différents codes sociaux, les différents référents qui peuvent être différents dans les communautés culturelles. On peut parler aussi de l'analphabétisme, qui est un obstacle quand même assez présent quand vient le temps de se connecter sur Zoom, utiliser un ordinateur et tout ça.
Il y a toute la question aussi des limitations liées à un handicap auditif ou visuel. Souvent, oui, on va, même chez nous, dans notre organisme, on a souvent ce réflexe-là d'utiliser Zoom, qui peut être plus ou moins inclusif quand vient le temps pour une personne qui a un handicap visuel de participer à une rencontre de façon virtuelle. Il ne faut pas oublier non plus toutes les questions de limitations comme motrices là, qui sont propres notamment des points que notre organisme a apportés, tous les enjeux qui sont liés à la fine motricité, qui fait en sorte que l'utilisation d'un ordinateur peut être difficile, voire impossible. C'est sûr que ces obstacles-là qui sont grands causent beaucoup de problèmes pour la participation citoyenne de façon virtuelle, mais aussi d'une manière présentielle comme il y avait avant la crise. Donc, ces enjeux-là qui étaient déjà présents se sont transposés, si on peut dire comme ça, dans le contexte de la COVID et se sont exacerbés. Exactement. Puis, c'est sûr qu'il y a, quand on repense en fait à la pyramide des besoins, évidemment, quand on veut de la participation citoyenne, il faut pouvoir mobiliser les dits citoyens. Et donc, comme disait Michel, il y a des enjeux en fait qu'on voyait déjà dans nos milieux avant la crise et sur lesquels on travaillait déjà. Par exemple, c'est sûr que tout ce qui est relié à la pauvreté, ça fait que plusieurs Montréalais, Montréalaises n'ont pas l'espace nécessaire pour participer finalement à la vie démocratique, parce que évidemment quand la priorité c'est de se soigner, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer, finalement de survivre, est-ce qu'on a vraiment l'espace après tout ça pour s'impliquer dans la vie de son quartier, de sa ville, de sa nation. Donc évidemment, c'est très complexe. Puis la lecture finalement qu'on avait, de la discussion qu'on a eue pendant notre atelier, c'était que tous ces enjeux-là existaient, mais qu'en ce moment, comme il y a une distanciation physique donc, qui est en cours, ça s'est traduit en une fracture numérique. Donc, évidemment, on a beaucoup parlé de fracture numérique pendant notre atelier, puis c'est un mot déjà qu'on a entendu pas mal depuis le début du webinaire. Mais en fait, selon nous, il faut vraiment le lire comme étant une extension de ce qu'on voyait déjà. Donc, évidemment, il y a différents facteurs qui vont expliquer ça. C'est d'abord l'accès aux technologies adéquates. Donc, c'est pas tout le monde, parfois il faut le rappeler, c'est pas tout le monde qui a un ordinateur à la maison ou un ordinateur par personne à la maison. C'est pas tout le monde qui a Internet ou même qui a une bonne connexion Internet, qui est suffisamment bonne justement pour participer. Ça va parfois passer après la facture des courses. Évidemment, c'est ça, il y a aussi des apprentissages. Michel, je te laisse poursuivre là-dessus, donc qui sont à faire par rapport à ces outils. Un peu comme Mme Tullier disait en introduction, c'est pas tout d'avoir accès à Internet et d'avoir accès à l'ordinateur. Il y a un certain niveau d'habileté qu'il faut maintenir, qu'il faut avoir pour pouvoir utiliser les outils numériques comme Zoom ou comme d'autres plateformes du genre. Ce qui vient vraiment entrer dans les difficultés qui causent cette fameuse fracture numérique. Il y a aussi peut-être un aspect qui est plus social, donc une fracture sociale, si on pourrait considérer ça comme ça, qui sont plus liés aux enjeux, comme on le met plus tôt, qui sont liés aux conditions sociales. On parle à la pauvreté, on parle aussi de conditions de vie là, qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile dans le contexte de la COVID, mais même avant, de participer à la vie citoyenne à Montréal. On peut parler notamment de mères monoparentales qui n'ont pas nécessairement le temps de joindre un ordinateur à une rencontre sur Zoom devant l'ordinateur quand il y a des enfants qui crient en arrière. Il y a tous les enjeux aussi
qui sont liées encore une fois aux barrières communicationnelles que j'ai nommées plus tôt, qui font en sorte que ce n'est pas nécessairement une fracture numérique, puisque les gens peuvent posséder un ordinateur, peuvent avoir Internet, avoir accès à Internet, puis pouvoir utiliser Zoom ou d'autres plateformes numériques. Mais ces difficultés-là, qui sont communicationnelles, font en sorte que ça va rendre la participation difficile, voire impossible chez certaines personnes, puisque, si la personne a des difficultés d'élocution, si la personne a un handicap physique, donc ces barrières-là, de la langue aussi, si elle ne maîtrise pas le français ou l'anglais, donc toutes ces barrières-là vont faire en sorte que même si on a une ville numérique avec des pôles Wi-Fi, avec accès à Internet dans des lieux publics où les gens ont un ordinateur à la maison, mais ces barrières-là vont quand même faire en sorte que la participation citoyenne est difficile. Puis ça, c'est dans le contexte de la COVID, mais c'était même avant la crise sanitaire qu'on connaît depuis 3 mois. C'est sûr que nous, dans notre discussion, dans nos échanges qu'on a eus entre nous, les organismes, lors de cet atelier-là, on a sorti plusieurs solutions qui ont été avancées par nos organismes respectifs. Des solutions qui ont permis de pallier parfois en partie, parfois en totalité aux obstacles qu'on rencontrait même nous dans notre quotidien. On peut parler notamment de l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet et tout ça pour rejoindre plus facilement, plus largement les gens. On peut parler aussi de mettre de l'avant des moyens qui étaient utilisés peut-être par le passé qu'on a oublié pour utiliser plus des moyens technologiques. On parle du papier, donc d'envoyer à des personnes du contenu informatif par la poste, d'utiliser le téléphone, de faire de la mobilisation en personne, d'aller à la rencontre des personnes tout en respectant les consignes sanitaires. Donc, d'utiliser peut-être des moyens qui sont plus, qu'on utilisait moins à cause de nos organismes qui se sont plutôt transférés sur des moyens technologiques. Je pense aussi de solutions qui visent à rejoindre les gens qui sont les plus difficiles à rejoindre dans la normalité. Donc, de mettre les efforts dans l'organisation de nos activités de consultation, de participation, de mobilisation, de mettre ces efforts-là sur les personnes qui sont les plus difficiles à rejoindre, plutôt que d'organiser nos activités selon la majorité, selon les conditions de participation de la majorité des personnes. Donc, de vraiment viser vers les personnes qu'on a de la difficulté à rejoindre. Comme ça, on s'assure d'organiser nos activités de manière plus inclusive. En fait, exactement. Donc, en fait, finalement, si on devait déduire quelque chose de ces solutions-là, c'est que la meilleure solution, c'est de diversifier les modes de mobilisation citoyenne, justement, pour répondre aux différents besoins des différentes personnes, finalement, qui constituent le groupe citoyen, entre guillemets, puis on pourrait même dire résidente à la place ou résident plutôt que citoyen pour être plus inclusif dans nos terminologies. Donc évidemment, c'est ça, au lieu d'essayer de rejoindre la majorité, essayer de rejoindre toutes les minorités parce qu'au final, ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'adopter une approche intersectionnelle. Donc, évidemment, il y a la fameuse ADS+, qui a été évoquée, de miser sur la concertation, la solidarité entre les organismes, la solidarité entre les personnes, qu'elles soient intergénérationnelles, interculturelles, etc. Donc, vraiment, le inter revient beaucoup pour mettre en commun les forces de toutes et tous, puis être en adéquation finalement avec la problématique telle qu'elle est réellement, c'est que les personnes qui ne participent pas, c'est à nous d'aller les chercher. Donc voilà, pour vraiment, si on devait conclure là, c'est
c'est de dire que les personnes qui ont de la difficulté à participer à la vie citoyenne ont des difficultés en fait vraiment plus globales, plus terre à terre, puis que les inégalités sociales donc on a observé se traduisent vraiment comme dans le monde du numérique telles qu'elles sont dans la vie réelle. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Michel, mais je pense que ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on aurait à dire, ce que j'aurais à dire pour l'instant. Merci beaucoup, Léla et Michel. C'est vraiment, c'est super. Et oui, effectivement, ça représente bien les échanges qu'on a eus. L'autre chose, puis vous n'avez peut-être pas dit, mais ça va de soi, c'est l'importance aussi du rôle des organismes communautaires, justement pour rejoindre les personnes qui sont les plus difficiles à rejoindre, où on a déjà des liens de confiance, où les organismes en tant que tels aussi aident à briser l'isolement quotidien, peu importe le contexte de pandémie, mais peut-être avec des défis supplémentaires dans un contexte de pandémie. Puis je peux vous dire aussi que dans les 2 autres ateliers, donc dans les ateliers avec les jeunes et aussi avec les praticiens et praticiennes de la participation, l'importance du rôle justement des organisations communautaires pour rejoindre différentes personnes ont été soulignés. Donc, c'est vraiment un rôle super central à assurer que la participation citoyenne ou résidente est vraiment plus inclusive et diversifiée. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va maintenant aller à l'atelier 3. Donc, l'atelier 3 se portait sur les pratiques innovantes de participation citoyenne en période de confinement. Donc, cet atelier a mobilisé les praticiens et praticiennes de la participation, donc c'est-à-dire les personnes qui œuvrent vraiment dans le domaine de la participation. Avec ce contexte exceptionnel et aussi dynamique, on voulait mieux comprendre comment le monde de la participation évoluait, innovait et réfléchissait vraiment au futur de la participation. Donc, on a pu compter sur la participation de différents groupes aussi, notamment du Centre d'écologie urbaine de Montréal, Execo, le Conseil des Montréalaises, Élections Québec et aussi le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, entre autres. Je vais me tourner maintenant vers Dominique Olivier, qui est la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM. Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'OCPM? Je suis certaine qu'on a beaucoup entendu parler de l'OCPM cette semaine. Bonjour. Oui, en effet, l'OCPM, c'est l'Office de consultation publique de Montréal. C'est un organisme qui est inscrit dans la Charte montréalaise comme un tiers neutre chargé de mener des consultations. Je vous dirais principalement sur tout ce qui a trait au plan d'urbanisme de Montréal, bon, à certaines conditions, mais aussi qui peut recevoir tout mandat que le comité exécutif ou le conseil municipal juge à propos de nous donner. Et comme tu le mentionnais, Catherine, plusieurs personnes ont probablement vu cette semaine la sortie de l'extraordinaire exercice de mobilisation citoyenne qu'on a fait sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville. Merci beaucoup. Donc, j'imagine avec un mandat comme ça aussi que c'est clair que la COVID-19 et le confinement aussi ont un impact majeur sur les activités de l'OCPM. Est-ce que tu peux partager un peu c'était quoi cet impact? Comment est-ce que ça vous amène à réfléchir un peu vos activités et les leçons que vous avez déjà apprises? Oui. Je dirais que la COVID, pour nous est rentrée dedans pas à peu près, puisqu'il y a eu très rapidement un arrêté ministériel qui a dit qu'il fallait qu'on suspende toutes les activités qu'on appelle d'audience publique, c'est-à-dire de consultation qui demandent aux gens, selon la loi, de venir un règlement, de venir dans une salle, qu'on leur présente un projet et ensuite qu'on puisse enclencher tous les projets. On avait au mois de mars, on avait une douzaine, on avait 3 projets en cours. On avait 4 rapports qu'on était en train d'écrire, ça a été normalement, mais on avait 3 mandats qu'on devait réaliser ce printemps et donc on a dû mettre en pause. Rapidement, je dirais, on s'est préoccupé, un peu comme tout le monde, de la question de la fracture numérique. On s'est préoccupé de la question, depuis quelque temps, l'OCPM avait développé énormément de méthodes pour aller rejoindre les gens qui normalement ne participent pas. On avait créé toute une trousse en langage simplifié, par exemple, pour les personnes qui pouvaient avoir des difficultés à l'écrit ou
ou les personnes analphabètes, ou les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. On avait développé plusieurs méthodes d'ateliers de concertation. On s'était rendu compte, entre autres, grâce au projet MTL d'ailleurs, qu'il y a quelques années, notre taux de participation des femmes était de 18% il y a 3 ans. Et maintenant, ça fait depuis qu'on a pris conscience de ce fait-là et qu'on s'est mis à se poser des questions sur ce qui empêchait la participation des femmes, bien, on a réussi à hausser les taux de participation à 51% une année, 49% l'autre, donc dans la zone de parité. Donc, pour nous, c'est très intéressant. Alors là, on s'est dit, on ne voudrait pas que tous ces efforts, à cause de la pandémie, soient perdus. C'est pourquoi notre premier geste, ça a été de lancer une vaste enquête. On a téléphoné à toutes les personnes qui, depuis 3 ans, avaient participé à des exercices de l'OCPM, mais qui avaient participé de façon orale seulement, sans nous laisser de documents écrits au préalable. Donc, pour savoir, quel était l'état de leur possibilité d'aller virtuellement. Et on voulait également savoir qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient participé oralement et qu'est-ce qu'ils aimaient dans la participation orale et qu'on risquait de perdre dans la participation si on tombait sur des participations virtuelles ou des participations écrites. On a également parallèlement fait une enquête Internet, donc par un questionnaire en ligne, pour savoir qu'on a envoyé à toutes les personnes abonnées à notre infolette, toutes les personnes qui sont nos amis sur Facebook, bon, etc., et qu'on a fait relayer dans différents milieux pour savoir ce que les gens pensaient, si on devait continuer à consulter, si les gens avaient la disponibilité d'esprit, s'ils avaient l'équipement, etc. Je ne répéterai pas ce que tout le monde a dit parce qu'au fond, les grandes conclusions sont pas mal les mêmes. On s'est quand même rendu compte que les gens qui nous ont répondu, alors le bassin dont je parlais tout à l'heure, c'est à peu près un bassin de 10 000 personnes qu'on pouvait rejoindre grâce à des moyens électroniques. On a eu un petit peu plus de 500 réponses, ce qui n'est pas mauvais, mais qui pour nous, à l'OCPM, par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'était bas. Donc, ça nous forçait à poser l'hypothèse que peut-être que les gens n'ont pas la disponibilité d'esprit nécessaire maintenant pour s'engager dans des choses qui ne sont vraiment pas à court terme ou qui n'est pas leur priorité. Par contre, dans nos entretiens téléphoniques, on a rejoint plus de 80% des gens qui avaient participé depuis 3 ans, ce qui était assez intéressant et qui a été assez riche. Encore une fois, on s'est rendu compte en faisant l'analyse des données qu'on avait recueillies, que les 18-24 ans demeurent encore difficiles à rejoindre et je dirais que c'est encore pire dans la situation qu'on vivait, étant donné que plusieurs d'entre eux comptaient sur les tiers-lieux comme les bibliothèques, les cafés, les installations publiques, l'école, pour avoir accès à Internet. Et même s'ils ont des téléphones intelligents, parce que ça a été notre surprise, ça a été de voir d'à peu près 90% des gens qui nous ont répondu par téléphone ou par écrit ont accès à un téléphone intelligent. Donc, même s'ils l'ont, ils n'ont pas forcément accès au forfait de données qui va leur permettre de participer. Donc, ça, c'était une des choses. Par contre, ce qui nous a intéressés, c'est de voir que la plupart des gens pensent que c'est quand même important de stimuler la participation citoyenne malgré la COVID. Le 2/3 des gens pensent que c'est parfaitement normal de continuer des activités de consultation et même essentielles. Et même lorsque les gens disent que c'est pas forcément approprié d'en faire maintenant, ce qui est à peu près le tiers des personnes qui nous ont répondu, ils disent, si vous en faites, on va participer parce que c'est important de participer. Et c'est un peu ce dont on s'est rendu compte, particulièrement par nos entretiens téléphoniques, c'était que les gens ont l'impression d'avoir perdu un peu le contrôle sur leur destinée. Et l'idée de la consultation publique est quelque chose qui les intéresse énormément et leur donne l'impression de reprendre un peu le contrôle et de faire entendre leur voix finalement dans ce cadre où on se fait dicter ce qu'on peut et ne peut pas faire. Donc, ça, c'est important et tout le monde estime que c'est important. Et ça, je dirais, quelles que soient les personnes qu'on a rejointes, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit des promoteurs immobiliers, que ce soit des simples citoyens, la majorité des gens trouvent que c'est important et qu'on ne peut pas mettre la démocratie, on ne devrait pas mettre la démocratie en pause pour toutes sortes de raisons.
Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Julie Caron-Malenfant, qui est la directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, donc l'INM. Julie, est-ce que tu peux nous présenter brièvement c'est quoi l'Institut du Nouveau Monde? Oui, alors merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour à mes collègues aussi qui sont en ligne. Il y en a quelques-uns. J'en ai vu 4 tout à l'heure. Et bonjour aussi, je revois plein de noms de la grande famille de la participation citoyenne et de l'engagement citoyen. Alors, c'est formidable de vous retrouver ici. L'INM, c'est une organisation indépendante, non partisane, sans but lucratif, qui a pour mission d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. On fait en gros 3 choses. De l'éducation à la citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes, mais pas que. On fait de la participation publique, on accompagne les institutions publiques, dont beaucoup de municipalités, incluant à Montréal et ses arrondissements, dans la mise en œuvre de démarches participatives. Et aussi, on est un laboratoire d'idées où on peut expérimenter beaucoup de nouvelles approches ou des approches qui n'ont jamais été testées dans le contexte québécois. Et nos 3 axes, finalement, se nourrissent mutuellement, ce qui fait que ça vient enrichir aussi au quotidien notre pratique. Alors, voilà pour l'INM. Excellent, merci beaucoup. Julie, les échanges qu'on a eus étaient vraiment fort intéressants. On a pu partager beaucoup d'innovations et d'expérimentations, justement, qu'on est en train de réfléchir dans ce contexte. On a aussi ciblé plusieurs outils qui semblaient être intéressants et avoir un potentiel intéressant, mais on a aussi souligné la difficulté de trouver les bons outils pour les bonnes consultations. Puis on a vu surtout qu'on avait déjà appris beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager un peu de ce que toi, tu as retenu de ces échanges? Ben oui, avec plaisir. Alors, évidemment, je ne reviendrai pas sur toutes les barrières à la participation qu'on a déjà abordées dans la restitution des 2 premiers ateliers, mais je vous confirme que ça fait l'objet également de discussions dans l'atelier auquel j'ai participé. Ces barrières-là, il faut en être conscient plus que jamais. Et ces barrières-là, peut-être, changent puisqu'on on passe en mode virtuel. Donc, il y a des nouvelles barrières qui apparaissent. Il y en a peut-être d'autres qui tombent. Par exemple, l'exemple que notre élue, Mme Tullier, nous a présenté de la famille qui a assisté à une consultation, à une activité en ligne. Ça n'aurait pas été possible avec le bébé en pyjama d'assister à cette activité-là. Ça contribue même à l'éducation citoyenne de la relève et des jeunes. Donc, moi, je salue tout à fait ça. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, le virtuel, ce n'est pas nécessairement la panacée et que on doit constamment se rappeler que c'est probablement un moyen pour pallier à la possibilité de combiner différents dispositifs participatifs, les dispositifs en personne et en virtuel ou en ligne. Mais donc, il y a un souhait et un désir, je crois, de tous les acteurs de la participation de revenir aussi à la rencontre en personne, ou ce qu'on appelle dans notre jargon en présentiel. Il y a une grande valeur à ça, mais sans doute que les consultations seront à tout jamais modifiées ou la façon de les aborder sera à tout jamais modifiée par les défis qu'on vit actuellement. Il y a quand même des bénéfices au virtuel. On a nommé beaucoup de limites et puis je ne veux surtout pas les minimiser, mais un des bénéfices, c'est la possibilité de participer en mode asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas toujours obligé d'être tous réunis en même temps dans la même plage horaire pour pouvoir contribuer à la discussion, pour pouvoir recevoir de l'information. Alors, il y a cet avantage-là qu'on devrait exploiter. D'ailleurs, j'expliquais dans cet atelier qu'à l'INM, notre école d'été cette année, c'est une école d'été qui va se faire en mode virtuel et qui va débuter le 8 juillet et qui va se terminer en novembre. Donc, on a décidé de profiter de ça pour offrir des activités en continu, ce qui va permettre aux jeunes de se mobiliser sur une plus longue période de temps, moins concentrés, donc ils vont pouvoir faire autre chose. Ils ne sont pas obligés d'être disponibles pendant 4 jours en fil.
ça avait des avantages indéniables, il faut le dire. Mais là, on va pouvoir permettre aussi à nos participants et participantes de s'inscrire à tous les profils qui les intéressent et pas d'en choisir qu'un seul. Donc, il y a aussi cette possibilité qui nous est offerte. Et puis, nous, on va expérimenter donc cette nouvelle formule et je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en train aussi de faire beaucoup d'expérimentation. On est dans un formidable laboratoire et on s'est dit ensemble qu'il était extrêmement important de garder en tête qu'on devrait documenter nos apprentissages pour s'assurer de tirer des leçons collectives des différents apprentissages. On est tous en mode apprentissage grand V. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris tout le monde en même temps, comme organiser un webinaire sur Zoom, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a plus de 1000 outils de civic tech, donc de participation publique en ligne. Eh bien, on ne peut pas tous les découvrir en une seule organisation ou une seule équipe là, en un seul été, mais c'est certain qu'on devrait documenter ça et favoriser le partage. Maintenant, ce que je pourrais peut-être vous dire aussi, c'est que il faut quand même faire attention à la tentation de consulter l'été. La présidente de l'OCPM l'a également mentionné. Les gens n'ont peut-être pas la disponibilité mentale de le faire ou tout simplement la disponibilité physique à s'occuper d'enfants à temps plein, sans service de garde ou sans école. Mais il faut aussi se rappeler que donc pendant l'été, c'est la période des vacances et que même si plusieurs se disent, bien, puisque les gens sont à la maison, on pourrait peut-être en profiter, il faut quand même respecter là on parle d'un droit à la déconnexion de plus en plus. Est-ce que les citoyens y ont droit aussi, pas uniquement les travailleurs? Et la période des vacances, traditionnellement, dans l'univers de la participation publique, c'est pas un bon moment pour consulter, à moins qu'on veuille consulter sur le réaménagement d'un parc. Là, c'est propice et c'est souhaitable de le faire en plein été. Mais il est vrai qu'on a envie de sortir, d'aller à la rencontre des gens. De plus en plus, on est capable de le faire. Sauf qu'on se pose la question, que ferons-nous cet hiver s'il y a une deuxième vague qui arrive et qu'on n'aura pas cette possibilité de se rencontrer dans des lieux publics extérieurs où les gens sont plus confortables peut-être de se réunir en plus grand groupe. Maintenant que les consignes le permettent un peu plus, même si c'est à petits pas, on se rapproche de plus en plus, tout le monde, et on a envie de le faire. Je dirais aussi que le temps nécessaire pour planifier une consultation, qu'elle soit en personne ou en ligne, eh bien, il est le même. On craint, on a même remarqué une tendance à vouloir faire plus vite parce que c'est en ligne, donc on n'a pas à louer une salle, à demander aux gens de se rendre disponibles. Mais non, il y a quand même des règles de l'art à respecter. Ces règles de l'art-là devraient s'appliquer autant sur les consultations en ligne que les consultations en personne. Il faut aussi avoir ce souci de ne pas se limiter qu'à l'écriture et de proposer une variété d'outils de discussion, de présentation des contenus dans du langage simplifié, par la vidéo, donc de ne pas miser que sur des contenus écrits. On le voit, l'arrondissement Ville-Marie a annoncé le passage à un mode de consultation écrite pour les prochains mois. On salue l'effort, mais c'est vrai qu'on est un peu préoccupé par le fait de constater que en 15 jours, les citoyens de Ville-Marie sont invités à se prononcer sur 13 projets différents et tout ça se passe sur un seul portail en ligne avec très peu d'outils mis à leur disposition pour obtenir des explications avant même de se forger une idée. Alors, on a fait des grandes avancées dans les dernières années en matière de participation publique au Québec, à Montréal. Montréal est précurseur, je le dis. Montréal est très investi aussi dans la volonté de renouveler ses pratiques, mais il ne faudrait pas prendre trop de recul en décidant de tomber dans la consultation en ligne et en pensant que tous les pare-feux qu'on s'est mis ou les bonnes pratiques qu'on a développées n'étaient plus nécessaires puisqu'on passe à des consultations en ligne qui semblent si faciles. Ce n'est pas une question de technique. La technique est importante, mais ça doit quand même très bien se planifier. Alors, je vous dirais que c'est un peu les éléments différents
différent des autres ateliers que je peux apporter ici. Peut-être que je vous dirais pour terminer, le Centre d'écologie urbaine de Montréal a fait aussi un sondage et il nous a dit que 60% de ses répondants se sont dit prêts à participer à une consultation en personne s'il y avait des mesures de protection. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls, les professionnels, à vouloir passer à des rencontres en personne. Merci. Merci beaucoup, Julie. Mais c'est ça, c'est pas que des professionnels qui sont intéressés, c'est aussi les citoyens et citoyennes qui sont intéressés. Je pense que c'est ça. On est des fans de la participation aussi, des personnes très motivées. Écoutez, c'est maintenant notre période de questions et de réponses. Donc, je ne vois pas de questions. Je vais donner un dernier 2 minutes à Dominique qui voudrait rajouter quelque chose brièvement aussi sur les outils et le timing de la participation d'ici quand elle va répondre aussi. Je vais vous demander, je vous encourage fortement aussi à, s'il vous plaît, soumettre vos questions dans le chat, dans la fonction Q&A qui est en bas de l'écran. Sinon, on va toujours avoir une période de questions et d'échanges, mais ce serait bien de vous écouter aussi, les 92 personnes qui sont toujours en ligne avec nous. Dominique, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, semble-t-il que c'est notre host qui a enlevé ma vidéo. Voilà. Écoutez, alors, je voudrais juste un peu abonder dans le sens de ce que Julie disait tout à l'heure sur le temps de planification. C'est tout à fait vrai que de plus en plus, les gens nous demandent d'aller vite parce qu'ils disent qu'on peut aller en ligne. Mais nous, à l'OCPM, on a planifié la reprise de nos consultations à partir de la mi-août, donc avec des larges portions de processus virtuels. Et on se rend compte que, contrairement à ce à quoi les gens pourraient s'attendre, ce n'est pas moins de temps que ça prend de le faire en virtuel, c'est plus de temps, à cause justement de cette capacité de participation qui est asynchrone. Il faut laisser le temps aux gens donc de l'entendre à leur rythme, de s'informer, de poser des questions, ensuite de revenir. Donc, ce qu'on faisait normalement en une soirée ou deux, ben maintenant, ça va prendre 2 à 3 semaines pour qu'on aille de la séance d'information à la séance de questions, finalement, sur ces questions, sur les différents enjeux. Et ça, c'est particulièrement important de vraiment se le rappeler. D'autant plus qu'il faut faire attention à ne pas accepter, je l'entendais tout à l'heure parler de Ville-Marie, c'est vrai que l'arrêté ministériel nous permet de faire ça maintenant, de remplacer toutes les audiences par des sessions écrites. Mais il faut faire attention de ne pas planifier des processus qui en eux-mêmes seraient exclusifs et empêcheraient des personnes de participer. Donc, la question va se poser avec encore plus d'acuité. Comment peut-on arrimer des techniques qui permettent aux gens de se retrouver en petits groupes à l'intérieur de leur bulle sociale et des processus plus formels de participation citoyenne sans perdre, et c'est un peu ça qu'on disait lors de notre atelier, sans perdre non plus la richesse des échanges. Hein. Nous, on a une expérience à l'Office de tenir ce qu'on appelle les activités contributives citoyennes qui se font à partir d'un canevas qu'on propose, mais c'est bien beau d'avoir l'identification du problème, la solution que les gens veulent nous apporter, mais comment est-ce que le processus de délibération se fait a aussi de la valeur. Et ça devient hyper important de ne pas l'oublier, d'en tenir compte et de voir comment est-ce qu'on peut récupérer cette richesse-là à travers les nouveaux processus qu'on va mettre en place. Pour nous, c'est assez clair qu'on ne pourra jamais revenir à exactement ce qu'on faisait avant et que la place que prend le numérique, qui en passant aide beaucoup, beaucoup, beaucoup la participation des femmes. On se les fait dire et redire dans nos diverses questions d'enquête. Les femmes participent beaucoup plus en ligne qu'elles ne participent en présentiel pour toutes sortes de raisons. Merci beaucoup pour cet ajout assez important aussi. Puis justement, moi qui gère le projet MTL, je suis très contente aussi qu'on continue à amener aussi cette réflexion sur est-ce que les femmes sont autour de la table et quelles femmes sont autour de la table, puis comment est-ce qu'on peut continuer à innover aussi pour assurer qu'on ait une participation vraiment inclusive. Est-ce qu'on a des questions? Sinon, moi, je peux poser des questions, mais c'est un peu plate, hein? Je viens de poser beaucoup de questions.
En attendant les questions, je vais peut-être demander à nos panélistes de réagir à ce qu'on a entendu de les autres. Donc, est-ce qu'il y avait des surprises dans ce qu'on a entendu de l'atelier des jeunes, par exemple, ou des organisations communautaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager un peu sa réflexion? Sinon, je peux vous nommer aussi. Mhm. Il y a une question qui a été posée dans le chat, Catherine. Parfait. Ah, je ne l'ai pas vu. OK, excellent. C'est pas dans le Q&A, c'est dans le chat directement. Est-ce que tu veux que je te la lise? Non, moi, dans le chat, non, je ne l'ai pas vu. Donc, oui, tu peux... Oui. Donc, une personne disait: Bonjour, j'aimerais savoir les stratégies de mobilisation et participation citoyenne pour les populations marginalisées. Exemple, personnes en réinsertion sociale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer à répondre à la question? Puis on commence à en avoir de plus aussi dans le chat. Oui, Léla, si tu veux répondre, tu peux aller directement. Ah, j'arrive pas à remettre ma vidéo. Je pense que notre maître technicien va t'aider. Merci. Voilà. Donc oui, déjà pour réagir rapidement à ce que Dominique Olivier disait, c'est vrai que c'est important que donc, les processus restent inclusifs, même si c'est possible de le faire juste en ligne. D'ailleurs, un très bon exemple de ça, c'est qu'à Mercier-Est, il y a un budget participatif donc, de l'arrondissement qui a été lancé le 10 mars. Et justement, la table de quartier siège sur le comité de pilotage pour s'assurer que les résidents-résidentes peuvent participer en passant par les organismes communautaires du quartier, leurs usagers. Puis justement, la personne à qui j'ai parlé à la table de quartier Solidarité Merciès, me disait on espère qu'on va bientôt pouvoir faire autre chose que des consultations en ligne parce que d'habitude, on va approcher les gens dans les parcs, on va vraiment comme physiquement rejoindre les gens et on espère que ça va être possible de compléter donc la démarche numérique par une démarche sur le terrain. Puis donc évidemment, je peux donner des exemples. C'est ça, il y a une réponse dans le Q&A de stratégie de mobilisation et de participation citoyenne. Évidemment, les exemples que je peux vous donner viennent des tables de quartier. On a une communauté de pratique des agents-agentes de communication. Puis justement, on essaie de mettre en commun c'est quoi les solutions, ou en tout cas des idées qui ont émergé. Donc, il y a eu beaucoup de l'utilisation d'affiches, de pamphlets dans des lieux stratégiques. Par exemple, un petit détail, mais des choses auxquelles on ne pense pas, c'est qu'en ce moment, moins de monde prend les transports en commun, donc les abribus n'ont pas été privilégiés. Donc, c'est vraiment, je trouve, des exemples intéressants à garder en tête. Puis, évidemment, la stratégie donc, dans l'affichage et la distribution de passer par les HLM, par les listes postales, même si c'est coûteux, les paniers alimentaires, les commerces toujours ouverts, passer par le journal local. Ou tout simplement, c'est ça par exemple, il y a un camion multilingue qui a commencé à Montréal-Nord avec Parole d'exclus, qui diffusait des messages, qui s'est rendu à Côte-des-Neiges, puis d'autres quartiers après. Il y a tout ce qui est l'utilisation en fait du téléphone aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, d'appeler les gens au téléphone, d'offrir aussi la possibilité aux gens d'être écoutés au téléphone, toujours en plusieurs langues quand c'est possible. Et donc voilà, ça c'est juste quelques exemples, j'espère que ça aide. Donc qui viennent vraiment des échos que j'ai eus des tables de quartier un peu partout à Montréal. C'est super, merci Léla. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Je crois que c'est quand même très complet.
On a commencé à avoir des questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rajouter vos questions aussi. Donc, on a une question sur les stratégies de mobilisation et participation citoyenne pour les populations marginalisées. Puis ça, c'est la question qu'on vient de traiter un peu. L'autre élément ou l'autre stratégie un peu qu'on a nommée, ou qu'on a entendu peut-être, c'est non, c'est pas une stratégie, mais c'était vraiment de mettre ensemble les différents éléments. Donc, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui ont partagé, qui continuent à s'impliquer en faisant, exemple, les traductions aussi. Et pour eux, c'était une façon de continuer à s'impliquer. Puis là, on voyait aussi que les organisations communautaires faisaient la même chose et faisaient un peu le relais. Donc, c'était vraiment au travers de ça aussi qu'on réussissait à rejoindre d'autres personnes. On avait une question aussi, puis on a commencé déjà à répondre un peu dans le chat sur l'animation avec les réseaux sociaux et comment se distinguer. Puis je pense que ça mérite en fait une conversation parce que justement, on voyait qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, nous, on essaie de rejoindre les différents groupes ou de mobiliser au travers de nos réseaux. Mais finalement, c'est quel réseau? Puis comme on a entendu avec l'atelier des jeunes, les jeunes ne sont pas tous sur Twitter, par exemple. Donc, comment essayer de vraiment s'adapter en fonction du public cible aussi et justement se faire distinguer. On est un peu inondé d'événements ces jours-ci. Donc, quelle stratégie employez-vous? Je peux apporter une réponse pour le forum? Si c'est correct? Ok, donc ce que je répondais effectivement par écrit, on a plusieurs stratégies, notamment tu le nommais, mais être présent sur divers réseaux, dont Instagram, puisque c'est un des réseaux les plus populaires chez les jeunes. Donc pas seulement la page Facebook, mais aussi le compte Instagram, et vraiment bien préparer en amont le visuel de l'événement. Demander le relais de tous nos partenaires pour qu'ils publient eux aussi, qu'ils relayent, etc. Donc là, ça donne beaucoup plus de visibilité et préparer des petites publications en amont pour que ça donne le goût. Donc là, par exemple, on a un gros événement qui se déroule demain. On va publier la liste des artistes avec des photos, une petite biographie. On va publier la liste des intervenants quelques jours après, etc. L'idée étant de donner envie aux personnes qui se sont notées intéressées de participer à l'événement le jour J. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter? Oui, j'aimerais ça ajouter. Justement, on parle de diversité, de moyens de susciter la participation citoyenne. C'est un peu la même chose j'aurais tendance à dire, pour les moyens de communication sur les réseaux sociaux, mais sur Internet en général. Je pense aussi qu'il n'y a pas une stratégie Bon, je parle un peu pour notre responsable de communication, qui est justement dans les participantes à notre webinaire. J'espère que je ne lui ferai pas trop long. Mais dans le fond, c'est qu'on pense à une stratégie qui est adoptée selon les réseaux sociaux qu'on va utiliser. Par exemple, sur Instagram, on va utiliser plutôt des vignettes, des courtes vidéos. Sur Facebook, ça va être plus différent avec des textes un petit peu plus longs, sans quand même laisser de côté des vignettes ou encore une fois des courtes vidéos explicatives d'un enjeu, d'une problématique qui pourraient intéresser les membres chez nous, mais même les alliés. Aussi, peut-être pour faire un bond sur l'autre question qui était sur les personnes plus marginalisées. On amène, nous, dans les solutions qu'on avait apportées, les organismes qui étaient présents à l'atelier, différents moyens qui faisaient appel peut-être à l'avant Internet pour la mobilisation. Donc, d'utiliser plutôt des contacts en personne, encore une fois, tout en respectant les consignes. Je pense aussi à toute l'utilisation du téléphone que nous, on a fait à la fois pour savoir si les gens vont bien puis s'ils ont besoin d'une aide particulière, mais aussi pour les mobiliser dans nos activités qu'on continuait à tenir chez nous. Donc, c'est d'utiliser, dans le fond, un moyen parallèle. On parle aussi, pour faciliter un peu la communication, nous, dans notre secteur avec les personnes en situation de handicap,
de faire des partenariats avec nos organismes, avec des organismes qui sont dans le même secteur. Donc, ça facilite beaucoup l'organisation des activités de mobilisation de chacun des organismes. Puis, ça élargit un peu le bassin de personnes qu'on veut rejoindre. Je pense vraiment que quand on nommait au niveau des moyens intersectoriels, puis de la solidarité entre organismes, je pense vraiment qu'il faut se pencher là-dessus comme une solution pour cette crise-là, mais même après, c'est beaucoup plus dynamique de faire des collaborations entre les organismes pour l'organisation de nos activités de mobilisation. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une dernière question aussi, qu'on peut peut-être traiter rapidement. Si quelqu'un nous partage qu'elle a une préoccupation pour les personnes peu alphabétisées, est-ce qu'il y a d'autres moyens autres que le téléphone? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour répondre? Je peux peut-être y aller. Moi, on a partagé un moyen que des organismes d'alphabétisation ont mis de l'avant, donc c'est d'utiliser la poste pour partager des outils de francisation chez les communautés culturelles, mais aussi chez les personnes qui ont un faible niveau de littératie. Donc, d'utiliser la poste, d'utiliser aussi le contexte d'aller porter un panier alimentaire, puis de donner des outils, donner de la lecture aux gens sans passer par le téléphone, puis bien évidemment sans passer par la vidéoconférence. Donc, c'est vraiment un retour à ce que peut-être on faisait avant l'ère Internet, dans nos stratégies de mobilisation, l'affichage dans les quartiers, les envois postaux, ces choses-là. Mais c'est un retour un peu à ça, à ces moyens-là, tout en quand même misant sur des moyens peut-être technologiques. Donc, en diversifiant nos solutions, je pense qu'on rejoint presque tout le monde au final. Parfait. Dominique, vas-y. Oui, dans la même ordre d'idée, effectivement, nous, on a eu plusieurs personnes à qui on a téléphoné pour faire notre enquête qui s'intéressaient à ce qui va se passer dans le PPU des Faubourgs. Si vous vous souvenez, ceux qui ont un peu suivi, l'an dernier, quand on avait fait la consultation en amont, on avait eu beaucoup de groupes communautaires qui s'étaient mobilisés. Et là, on a eu deux réponses, je vous dirais. La première, c'était de faire attention parce que beaucoup des groupes avaient aussi subi soit des coupures de personnel, soit des coupures de fonds, soit ils avaient affecté leur personnel justement à des choses de première nécessité. Donc, il fallait faire attention sur notre capacité à nous appuyer sur le réseau communautaire pour faire avancer des choses. Mais je vous dirais que parallèlement, beaucoup de gens nous ont laissé aussi leurs coordonnées physiques pour qu'on leur envoie des kits et ils disaient, nous, on peut aller les distribuer aux personnes qui avaient déjà participé. Donc, on va effectivement utiliser la poste, on va mettre des enveloppes pré-timbrées. On veut vraiment faciliter, on s'est posé la question comment on peut faciliter au maximum la vie des gens pour que ce soit simple de remettre leur opinion à ce moment-là. Mais c'est sûr que pour des personnes peu alphabétisées, quand on fait appel à la poste, c'est aussi un autre niveau de difficulté. Donc, dans ce cas précis, c'est intéressant de pouvoir avoir ce qu'on va mettre en place, des lignes dédiées où ils peuvent laisser leur opinion par téléphone, par exemple, puisque tout le monde a encore, enfin la grande majorité des gens ont accès au téléphone et ça marche facilement. Merci beaucoup. Écoutez, il est maintenant 15h54, il nous reste 6 minutes. Donc, ça va terminer notre période de questions et de réponses. Merci beaucoup de votre participation. On va maintenant, je vais demander à chaque panéliste de me dire une phrase, donc quelque chose qu'on retient ou qu'on aimerait qu'on retienne de cette réflexion collective qu'on a eue. Donc, on va faire un dernier petit tour de table. Émile, est-ce que tu peux nous aider avec les écrans? Et comme ça, on peut commencer. Mais écoutez, Dominique, vous êtes déjà là. Je vais peut-être vous demander de commencer. Donc, une petite phrase. Non, pas de paragraphe.
Une petite phrase? OK, c'est fini. Non, je dirais que les consultations numériques ne peuvent pas remplacer tous les autres processus de consultation, à elles seules, tous les autres processus de consultation qu'on mettait sur place. Merci. Gérald Léla? En fait, j'aurais envie de dire que c'est important, en fait, plus que jamais, de prendre en compte toutes les diversités de résidents, résidentes montréalais et montréalaises dans nos démarches si on veut vraiment qu'ils et elles puissent participer. Merci. Michel? Oui, ben, je dirais un peu en complément pour s'adapter à ces différentes réalités-là, ces différents enjeux-là, mais de prévoir plusieurs moyens pour susciter la participation citoyenne. Pour ne pas miser sur un seul, mais de miser sur plusieurs pour répondre à ces différents besoins. Merci. Amanda? Oui, moi je dirais comme mot de la fin, entre guillemets, mais que si on veut savoir ce que veulent les jeunes, il faut leur demander et les écouter. Merci. Camilla? Moi, je retiens que, en fait, pour les publications, que c'est une bonne idée de faire des publications en amont pour justement captiver le public cible, en fait. Merci. Julie? Ne pas tenir compte de ses besoins et contraintes comme organisateur, mais tenir compte des besoins et des contraintes des citoyens et des citoyennes qu'on veut faire participer dans une perspective d'inclusion. Excellent. Bien, écoutez, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos réflexions, vos idées, vos opinions, vos innovations aussi. C'était vraiment riche comme discussion et je suis très contente aussi de tout ce qui a été dit. Moi, de mon côté, ce que je retiens, c'est que exactement ça, les inégalités, on met de la lumière encore plus sur les inégalités. Et si on veut avoir des processus inclusifs, mais on doit s'organiser pour les avoir inclusifs. Donc, ça prend un effort, un peu comme Julie a dit aussi, de notre part pour vraiment le faire. J'aimerais aussi nous rappeler, puis c'est peut-être mon petit côté aussi qui a travaillé vraiment à l'international pendant plusieurs années, que bien que pour nous, Montréal, on travaille vraiment beaucoup sur la question de la participation aussi, mais c'est en fait un des objectifs de développement durable global aussi. Donc, nous, tout ce qu'on fait avec cette conversation-là, avec toutes les innovations qu'on fait à la Ville de Montréal et sur l'île de Montréal, voire la région de Montréal, c'est vraiment, ça contribue à cette réflexion-là. Donc, on a vraiment un objectif qui est pour avoir des villes plus sûres, résilientes et durables. Sous ça, on a un cible qui est vraiment la participation à l'aménagement de la ville, entre autres, et des structures de participation de la société civile. Fait que je pense qu'on est vraiment là-dedans maintenant aussi. Donc, on contribue pas juste pour notre ville, mais vraiment plus globalement aussi à inspirer ce qui se passe ailleurs. Juste pour vous dire aussi la suite, nous, avec Concertation Montréal, on va rédiger un rapport, donc avec les faits saillants de les 3 ateliers et surtout avec des recommandations aussi pour la suite, donc ce qu'on retient de nos échanges. Puis j'aimerais nous laisser peut-être avec une petite pensée aussi que je pense reflète très bien aussi ce qu'on a discuté aujourd'hui. Puis c'était vraiment, c'était lors de l'atelier des jeunes que ça a été exprimé. Puis il y a quelqu'un qui a dit que même au travers l'écran, il faut vraiment communiquer le partage. Il faut communiquer la solidarité, il faut communiquer l'amour et ce sentiment d'être ensemble, même si on est à distance. Donc, l'importance de bâtir des relations et de valoriser l'autre personne et son partage sont vraiment l'essentiel de ce que nous, on aimerait faire avec une participation inclusive. Donc, sur ce, il est 15h59, on va terminer à l'heure. Je vous remercie vraiment d'être ici avec nous aujourd'hui, de tous vos échanges, de votre contribution, de votre participation. On va bientôt mettre l'enregistrement en ligne aussi pour qu'on puisse le partager avec d'autres personnes. Et je vous souhaite une belle journée ensoleillée avec beaucoup d'eau et peut-être un fan de la clim. Merci beaucoup, Catherine, et bravo pour l'organisation. Merci. Au revoir. Merci, bye bye.